comment gérer les finances publiques, la fiscalité, comment réformer ces secteurs? Nous allons en parler avec un expert en finances publiques. Lui, c'est Lambert Tamboué. Lambert Tamboué, avec lui, on va essayer de décrypter sur la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Monsieur Lambert, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, vous êtes intéressé par la gestion des finances publiques. C'est que, selon vous, vous trouvez qu'il y a un couac par rapport à ça? Un couac, non, mais intéressé, oui, parce que on est tous fils de ces pays. Quand on voit le pays, la manière dont il évolue, et que l'on a quelque chose que l'on estime qu'on peut apporter comme sa pierre à l'édifice pour le bon fonctionnement de son pays, je crois qu'en toute liberté, voilà ce que je voulais apporter. Voilà, il y a un problème de fiscalité en République démocratique du Congo et vous voulez à ce qu'il y ait des réformes au niveau national et aussi voir aussi s'il faut certainement qu'on puisse copier aussi une fiscalité aussi internationale. Oui, monsieur Jean-David, il y a des problèmes fiscaux au Congo et des sérieux problèmes qui nécessitent des réformes sérieuses pour que cela puisse relever l'économie nationale. Donc, en fait, lorsqu'il y a le problème au niveau fiscal, il y a le problème ces problèmes fiscaux paralysent l'économie du pays. Vous convenez avec moi que la fiscalité, les recettes fiscales, constitue le premier palier des contributions budgétaires de notre pays. Donc, si la fiscalité a des problèmes, c'est-à-dire c'est le budget qui en pâtit. Or, le budget, vous savez, son importance sur les dépenses et les recettes d'un pays. Alors, voilà. Comment vous trouvez la fiscalité en République démocratique du Congo? Notre fiscalité, en soi, elle est bonne. Voilà pourquoi nous disons qu'elle est bonne, mais elle a des faiblesses. Et des faiblesses pas les moindres. Et nous sommes en train de proposer des réformes en vue de redynamiser. Nous ne dirons pas que non, tout ce qui existe n'est pas bon. Non, ce qui existe est déjà bon. Et si la RDC nous a scolarisés, c'est pour qu'à notre tour, on lui apporte quelque chose qui peut l'aider à bien évoluer. Vous avez par exemple notre fiscalité, notre code des impôts est basé sur une ordonnance-loi qui date de 1969. Soyons sérieux. Une ordonnance de 1969 qui est déjà au jour d'aujourd'hui obsolète. Cette ordonnance est obsolète et c'est sur cette ordonnance que se base notre code des impôts. En 1969, la RDC avait combien de provinces? C'est 6 provinces. On est passé de 6 à 11 provinces et de 11 à 26. Donc la même loi qui gérait 6 provinces et c'est la même loi qui s'apprête à gérer 26 provinces. Vous voyez que c'est normal qu'il y ait des limites. Il y a des avantages que cette loi avait donnés aux investisseurs à l'époque, parce qu'on revenait tout droit de la colonisation. On avait besoin de faire venir des investisseurs pour qu'ils nous aident à reconstruire construire notre nation. Voilà pourquoi cette ordonnance donne l'exonération sur les impôts. Par exemple, je peux citer en passant l'impôt sur les revenus locatifs aux sociétés immobilières. Donc, les sociétés immobilières ne payent pas la retenue sur loyer parce qu'on a estimé qu'on doit leur laisser les avantages parce qu'ils viennent construire, ils viennent nous aider à construire chez nous. Maintenant qu'on a déjà dépassé ces stades, et vous imaginez combien de recettes sont en train de se volatiliser. Toutes ces sociétés, tous les immeubles, je peux dire, par exemple, 80% des immeubles que vous voyez à la Gombe ici sont gérés comme cela, comme des sociétés immobilières. Pourquoi ces montages? C'est effectivement pour fuir le 20% de revenus locatifs. Or, nous savons tous que tous ces immeubles sont exploités en location. Il y a des bureaux, il y a des appartements, mais qui ne payent pas l'impôt. Tout ça parce que c'est l'État lui-même qui ouvre ce boulevard. Oui, mais avec des exonérations qui ont été certainement exclues par l'Inspection générale des finances, c'est quand même quelque chose aussi de positif dans ce secteur-là.
Non, les exonérations que vous faites allusion sont octroyées par le ministère de Plan. De plan. Oui, mais là-bas, ce n'est pas de la fiscalité. Là, c'est autre chose. Ça n'a Là, rien à c'est voir. autre chose. Mais maintenant, ici, les impôts, là, nous sommes dans le stade d'exploitation. Là, je laisse d'abord la DGDA qui gère le droit d'entrée. Ok. Donc, ces exonérations octroyées par le ministère du Plan, ça lève les barrières au niveau des droits d'entrée. Mais ici, nous sommes à l'exploitation intérieure. Donc, les impôts liés à l'exploitation. Lorsqu'on les exonère, lorsqu'on les enlève carrément, donc c'est l'État qui perd. Et aujourd'hui, l'État est en train de peiner pour constituer son budget. Tenez, c'est à cause de ces genres de choses que la RDC aujourd'hui évolue avec un budget moyen, un budget des moyens, au lieu d'avoir un budget programme. Parce que vous parlez des réformes là, qu'est-ce qui retarde qu'il y ait vraiment des réformes? L'avancée un peu de ces réformes, où c'est le manque de la volonté politique, ou il y a autre chose qui serait à la base de ça? Monsieur Jean-David, dans la vie, chacun a son domaine des prédilections. C'est comme vous, vous êtes journaliste, je ne ferai pas mieux votre travail que vous-même. Moi, je suis expert en matière X et je me contente de ma matière. Alors, le politique, là où ils sont, leur rôle, c'est la gestion de la cité. Mais ce n'est pas parce qu'on traîne une masse derrière soi que l'on a le monopole des savoirs. À chaque pas, il faut associer les experts. Lorsque le Congo négocie des partenariats avec d'autres pays, oui, la volonté politique, elle est bonne, parce qu'on veut ouvrir les portes à notre nation. Mais à la négociation, il faut associer les experts qui vont discuter avec les experts du pays où vous négociez. Et puis vous, les politiques, vous viendrez finaliser par la signature de contrat. Mais lorsque cela n'est pas fait, vous voyez maintenant là où se trouve le problème. Vous pouvez avoir des bonnes ambitions, mais si vous n'avez pas d'hommes capables, et je ne suis pas là en train de dire que dans leur cabinet, ils n'ont pas d'experts avérés ou aguerris, mais nous vivons, vous et moi, au Congo, nous savons comment est-ce que les cabinets politiques fonctionnent. On prend les gens du parti, on prend les gens de la famille, allez, on les fait porter des toges d'experts en ceci, en cela, mais en tout ça, c'est le pays qui perd, c'est le pays qui en pâtit. Je vous donne un exemple. Sur la fiscalité internationale que vous avez citée tout de suite, est-ce que vous savez que depuis que le Congo est Congo, il n'a signé que 2 conventions fiscales internationales? Pourquoi? 2 seulement. Pourquoi? Je dirais que c'est par manque d'expertise. La première convention avait été signée à l'époque du Congo belge avec le Royaume de Belgique. Et la deuxième convention récemment avec l'Afrique du Sud. Et ça consiste à Mais quoi? je vous dis, les conventions fiscales internationales, Oui. je reviens. Okay. Dans ces conventions, quand on les sculpte, quand un expert vous regarde ces conventions fiscales, vous trouvez que la RDC est perdante à 98%. Vous avez bien écouté les chiffres. 98%. La RDC est perdante à 98%. Mais tout ça, c'est quoi? Dans des conventions fiscales signées par elle-même. Parce que la RDC négocie déjà en position de faiblesse ou comment? Oui, mais lorsque vous avez un négociateur aguerri en face et que vous-même, vous ne vous connaissez pas dans la matière et vous n'ouvrez pas la porte pour amener les experts capables de vous aider à décrocher ce que vous voulez, on vous piège par-ci, par-là. Vous savez, c'est comme ça dans des négociations. On ne se fait pas des cadeaux dans des négociations. Je vais vous donner un exemple d'une négociation que la RDC a faite. Nous sommes en Belgique, nous négocions avec la Belgique sur les impôts, sur les revenus. Ce que vous payez, comme les IPR sur votre salaire. Oui. Alors, la Belgique négocie avec le Congo que tout fonctionnaire belge qui travaille au Congo déclare ses impôts professionnels au Congo. Par ricochet, tout fonctionnaire congolais qui évolue en Belgique ou qui travaille en Belgique doit déclarer ses impôts professionnels en Belgique. Alors, je prends un secteur que tout le monde maîtrise le mieux pour ne pas compliquer trop nos téléspectateurs, le secteur footballistique. Vous avez combien de Belges qui jouent au football au Congo? J'ai tout de suite envie de dire personne, aucun. Il n'y en a pas. Mais s'il faut répertorier les Congolais qui jouent au football en Belgique, la liste ne sera pas exhaustive. Vous aurez une liste, je ne sais pas, d'1 kilomètre de long.
partant de la période de Congo belge jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, c'est les Congos qui perdent, avec des salaires qu'on paye aux footballeurs. Et les hyper... Normalement, tous ces salaires devaient revenir aussi. Mais oui, c'est ça au fait, le nœud de convention fiscale internationale. Okay. Si la RDC avait bien négocié cela, toutes les hyper liés à tous ces salaires-là devaient revenir à la RDC. Alors, leur contribution à la sécurité sociale, ça allait revenir à la RDC. Okay. Les salaires de joueurs, leur transfert, c'est des millions qu'on attend dire. C'est des millions. Vous avez entendu qu'on a arrêté les avoirs de Messi, pas arrêté, on a gelé les avoirs de Messi ou de Ronaldo. C'est à cause des non-paiements, non-déclarations d'impôts. Mais au Congo, on laisse tout cet argent s'en aller comme ça à cause seulement d'une mauvaise négociation. Il est temps, M. Jean-David, il est temps que l'autorité nous écoute et qu'il remette ces genres de conventions sur la table au profit de la nation. Donc là, il faut revoir. C'est carrément. Donc c'est alors, par rapport à... Là, je n'ai soulevé qu'un seul point, alors qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par rapport à l'Afrique du Sud, la RDC perdante comment? Non, non, là, je ne veux pas entrer en profondeur. Okay. J'ai soulevé juste un exemple pour montrer que ces conventions devraient être renégociées. Donc, ou même en créer d'autres, pour que la nation profite de quelque chose. Donc, ces conventions ne bénéficient pas à la RDC? Ça ne bénéficie pas à la RDC, alors que la RDC est à l'étape de relance de son économie. Si on veut relancer l'économie, parce que tout homme politique est élu sur base d'un mandat quelconque ou peut-être des promesses, les promesses électorales qu'il a fait à sa base pour être là où il est. Donc, du coup, il y a un contrat de confiance et un contrat social entre les dirigeants et ses électeurs. Alors, vous êtes là où vous êtes, mais vous avez besoin de moyens pour appliquer votre politique. Et les moyens, vous ne les trouvez pas en politique. Les moyens, vous les retrouvez dans l'économie. Donc, il faut jeter un coup d'œil dans notre économie. Comment évolue notre économie? Je venais de dire là que les recettes fiscales constituent le premier palier dans notre budget, dans le budget de l'État. Mais la fiscalité n'est pas organisée en RDC, malheureusement. Vous avez un système fiscal déclaratif, c'est-à-dire c'est moi l'opérateur économique qui vient déclarer devant l'administration fiscale que non, pour le mois qui vient de s'écouler, je fais telle recette, je fais ceci et voilà votre part. Donc, le système déclaratif et l'État n'a pas le contrôle dans la gestion de l'opérateur économique. Il n'a pas le contrôle de la gestion quotidienne. Il n'a pas le contrôle. Donc, il se contente du miette que l'opérateur économique va déclarer. Il y a des comptables qui sont là. C'est quoi leur rôle, leur travail? C'est de ne pas eux aussi vérifier. C'est bien de faire des déclarations, mais il y a des personnes attitrées pour vérifier toutes ces déclarations. Oui, mais ces personnes seraient aussi bloquées par l'absence, par exemple, de loi. Voilà pourquoi nous demandons qu'on réforme. La réforme consiste évidemment à faire voter des lois qui vont aider, qui vont encadrer les finances publiques de l'État. Alors, lorsque ces lois n'existaient pas, ces personnes ne vont pas aller de leur propre gré faire quelque chose parce qu'ils n'auront pas de soubassement juridique efficace. Par exemple, vous prenez les contrats miniers. Des contrats miniers. Quand je parle de contrats miniers, je fais aussi allusion au contrat de l'hydrocarbure dont on ne parle presque pas au Congo. Alors qu'il y a de l'hydrocarbure qui profite aux Américains, aux Japonais, ainsi de suite, par des contrats jadis signés, même par le gouvernement du Zaïre, à l'époque du Zaïre. Et cela ne profite pas à la République. Ça coûte quoi à l'autorité de remettre tous ces contrats sur table pour les renégocier? Si on veut relancer les finances publiques, voilà les points qu'il faut toucher. Vous avez le point que je viens de citer des renégociations de contrats. Vous avez des points d'augmentation de la capacité managériale. Vous voyez dans notre administration publique le taux de vétusté des fonctionnaires de l'État. Ça inquiète. Vous voyez. Et puis même ceux qui sont là, ils ont quel outil pour mieux gérer les finances publiques? Je veux vous dire, tout le monde peut rigoler, mais c'est la réalité. Au jour d'aujourd'hui, M. Jean-David, si le chef de l'État ou le Premier ministre posait la question au ministre des Finances,
à combien ces chiffres, les recettes réalisées par la République hier? Le monsieur ne saura pas répondre. Pourquoi il ne saura pas? Il ne saura pas de... Parce qu'en matière de chiffres, les chiffres ont une caractéristique, ils sont têtus. Les chiffres? Oui. Vous ne pouvez pas nous donner des approximations pour une histoire qui est déjà passée. Vous devez nous donner l'exactitude. Et qu'est-ce qui donne cette exactitude? Nous n'avons pas de logiciels capables de gérer les finances publiques, M. Jean-David. Regardez les nombres d'opérations bancaires réalisées par des banques commerciales. Mon professeur me disait toujours que le banquier n'est pas un philanthrope. Chaque opération que les banquiers réalisent en votre faveur, il vous retient quelque chose. Même le simple SMS que vous demandez pour savoir le solde de votre compte, le banquier va vous le faire payer. Et quand il vous fait payer, il y a des TVA liés à cette opération. Parce que c'est une prestation de service. Et notre système fiscal étant déclaratif, qu'est-ce qui pousse la DGI de croire que les revenus mensuels que déclare les transactions mensuelles que déclare cette banque X à la fin de la période est vraiment sincère? Parce que la DGI n'a pas d'accès au circuit banquier de cette banque-là. Alors, le ministre doit attendre que la chambre de compensation se réunisse pour apurer les opérations intrabancaires et dégager maintenant les soldes qui étaient effectivement rentrés dans le compte du trésor public. C'est quand on lui informe et c'est quand lui aussi a l'information. Et les gens qui font ce genre de travaux, ils sont humains. Ils sont humains. Je ne suis pas là pour les soupçonner. Mais étant un expert, nous pouvons créer une traçabilité et puis essayer de resserrer la gestion. Parce que quand on laisse la même mise comme ça, on se confie à des... Ces gens ne sont pas des Saint-Paul. Ils peuvent aussi, je ne confirme pas, ils peuvent aussi sélectionner ce qu'ils vont donner comme information et ce qu'ils ne vont pas les donner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, pour terminer, quitus fiscal obligatoire? Ah, merci beaucoup, une très belle question. Le quitus fiscal, c'est un peu comme nous sommes réveillés un matin, on apprend que non, il y a une proposition de loi qui va passer au Parlement disant que pour être chef de l'État, il faudrait être congolais de père et de mère. On a entendu parler de ça au Congo. Le quitus fiscal, c'est quelque chose de ce genre. Donc, pour accéder dans des fonctions de direction, dans des fonctions de décision, il faut être fiscalement solvable. Il faut être... le terme fiscal, au fait, c'est que vous devez être civiquement fiscal. Donc, en fiscalité, nous parlons de civisme. Et ce quitus fiscal va limiter le parachutiste dans le poste régalien. Quelqu'un qui n'a jamais vécu au Congo, qui vient des États-Unis, il vient juste pour postuler. Il n'a jamais vécu au Congo, il n'a jamais contribué au Congo. Et il vient là, quand il vient postuler, il veut gérer nos contributions à nous. C'est que nous contribuons, lui, il veut venir les gérer. Alors que lui-même n'a jamais contribué au Congo. Il faut justement soulever l'équité fiscale. Donc, pour être tel ministre, je ne sais pas, député, ainsi de suite, il faut avoir l'attestation de conformité fiscale. On vous dit que vous avez déclaré et vous payez régulièrement vos impôts. Maintenant, vous pouvez les gérer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lambert Tamboué, de votre passage, surtout de cet éclaircissement sur la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo, surtout la matière fiscale, parce que beaucoup de Congolais n'ont pas la culture fiscale. Non. Merci, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.